Bienvenue sur le podcast des catalyseurs engagés des organisations, proposé par Andrea Dicane. Transformer pour redonner du sens. Au cœur des organisations. Bonjour à toutes et à tous. Tout ce qui est grand se développe avec passion. Et le succès de toute transformation réside dans un état d'esprit positif. Dans ce podcast, nous plongeons au cœur des organisations, à la rencontre des leaders et managers qui insufflent des transformations audacieuses. Je m'appelle Andrea Dicane, je suis consultante en transformation des organisations. C'est avec une immense joie que je vous accueille aujourd'hui sur le podcast des catalyseurs engagés des organisations. Aujourd'hui, dans le podcast des catalyseurs engagés des organisations, j'ai l'honneur de recevoir Jean-Claude Legrand, directeur des relations humaines chez L'Oréal et véritable pionnier du leadership inclusif. Avec une carrière dédiée à la diversité, à l'engagement des talents et à la transformation des organisations, Jean-Claude partage avec nous sa vision unique et ses expériences inspirantes. Préparez-vous à une conversation riche en idées et en perspectives pour repenser non seulement le leadership, mais aussi les pratiques des entreprises. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Jean-Claude, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Nous sommes au siège mondial de L'Oréal et c'est un plaisir pour moi de t'accueillir sur le podcast des catalyseurs engagés des organisations. Comment vas-tu ? Pas mal, on est lundi matin, donc je te dirais que je vais comme un lundi matin. Non, tout va bien, le ciel est bas, nous avons changé d'heure, il a fallu s'adapter à plein de choses encore ce week-end, donc je suis ravi d'être avec toi. En plus c'est amusant parce que ça m'est déjà arrivé, et notamment récemment, de faire pas mal de podcasts, mais tu vois, rarement quelqu'un comme toi m'a demandé d'être côte à côte, donc nous sommes l'un à côté de l'autre et non pas l'un en face de l'autre. Absolument. Et donc ça fait vraiment écho à ce podcast où l'idée c'est vraiment de partager une vision positive des organisations et aussi d'être ensemble. Eh oui. Et pour être ensemble, il faut aller plus près, donc nous voilà. C'est ça, exactement. Pour aller plus loin. Et la première question que j'aimerais te poser, Jean-Claude, c'est que je pose à tous mes invités, c'est de savoir quel est le fil conducteur, s'il y en a un, de ton parcours. C'est les gens. C'est d'aller au contact des autres, c'est l'altérité, c'est essayer de faire le mieux possible avec quelque chose qui est très compliqué, qui est l'autre. Et l'autre, c'est pas simple. C'est pas simple parce que, par définition, il est différent. Il a beaucoup de points communs avec nous, mais donc c'est d'essayer en permanence d'être le plus à l'écoute, ouvert et surtout le plus honnête possible. J'aime beaucoup. Donc les gens, les personnes. Ah oui. Tu sais, souvent, quand je me présente, c'est une de mes façons de me présenter. Je ne dis pas que je suis le directeur des relations humaines de L'Oréal, parce que je connais plein de gens qui sont des RH. Par contre, je dis, moi, je m'occupe des gens. Et ça, c'est un autre métier. Et même ici, à L'Oréal, où j'essaie de former en permanence des gens à mes côtés, j'en ai pas tant que ça qui arrivent à dépasser leur propre ego, intérêt, et qui vont vraiment à la rencontre de l'autre. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que les gens, l'être humain, c'est pas facile. Non, c'est très difficile. Donc c'est le point commun de la route que j'essaie de tracer depuis maintenant 36 ans, un peu plus de 36 ans, où j'ai démarré mon parcours professionnel. 36 ans. C'est pas mal, 36 ans. Impressionnant. C'est ton âge peut-être, c'est oui, même plus vieux que toi. 38 ans, j'ai eu 38 ans là. T'imagines, ton âge. Absolument, non, c'est très émouvant de voir ce parcours, cette carrière et cette ouverture aussi que tu as. Moi, je te connais via LinkedIn, mais aussi... Et oui, alors tu as vu, tu es la preuve aussi que je réponds moi-même sur LinkedIn, même si tout le monde va venir me voir dans mon équipe en disant « c'est impossible, tu ne peux pas ». Mais si, pourtant, d'abord, comme tout le monde le sait, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'espoir, rien n'est impossible, mais répondre soi-même et suivre les gens, c'est important pour moi. C'est important. Et donc, je t'ai rencontré sur des salons aussi Vivatech et j'étais frappée, impressionnée par ce naturel qui est... Oui, il n'y a pas de choix pour moi, il faut être comme ça, il faut être soi-même. Soi-même. Alors, nous allons revenir donc sur ces 36 années de carrière, cette longue carrière est belle. Et je vais commencer par ton engagement
déjà très tôt pour les sujets de la diversité, avant que ça ne devienne des sujets à la mode. Une obligation. Oui, une obligation. Ça a été un peu à la mode, et puis maintenant, c'est plus une question, si tu veux. Pourquoi ? Par des rencontres, et puis surtout parce que, comme j'ai essayé de le faire depuis le début de mon parcours, j'ai essayé d'amener des choses un peu, comme on le dit chez L'Oréal, nouvelles, différentes, meilleures, et j'ai pressenti dans les années 2000, il y a 24-25 ans, que ce sujet serait un sujet important. Donc je m'y suis attelé. Donc voilà, tout simplement. Donc pionnier déjà sur les sujets de mais plein de sujets, tu sais, j'ai essayé de... Celui-là, je me rappelle, il y a des années, j'ai essayé de montrer à mes patrons de l'époque des initiatives que j'ai prises qui sont devenues ensuite des choses très classiques. Par exemple, tu vois, moi j'ai toujours au cœur plusieurs valeurs. L'idée de liberté et puis l'idée de l'individu, dont on essaye non pas de le réduire, mais au contraire de le développer. On n'essaye pas juste de dire que les gens sont limités. Au contraire, pour moi, chacun d'entre nous est sans limite, à condition qu'on lui donne les moyens de les exprimer. Et donc j'avais lancé, tu vois, dans les années 98, les premiers idées de faire des bilans sociaux individualisés. Tout le monde m'avait déjà regardé en disant « il est dingue ». Dans les années 2000, j'ai engagé L'Oréal parmi les premières entreprises à démarrer du e-learning. Je rends hommage d'ailleurs aux gens qui m'avaient contacté à l'époque et qui ont créé Cross Knowledge, dont L'Oréal a été à l'époque un des premiers clients. Je m'étais heurté déjà à cette époque à beaucoup de scepticisme. Donc comme j'essaye de tracer des routes, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie et maintenant je suis expérimenté, donc vieux. Donc ça me fait sourire, mais oui, à chaque fois ça soulève du scepticisme, il n'y a absolument pas d'accord. C'est une question que tu me poseras peut-être, mais est-ce que ça s'est fait facilement ? Non. Est-ce que tout le monde était d'accord ? Absolument pas. Voilà. Et donc j'ai créé à l'époque une équipe qui était composée de blancs, de noirs, de gens très différents, qui se sont dit on va essayer de bouger les choses, de faire bouger les lignes. Voilà. Donc d'ailleurs dans quelques semaines, je vais participer à une manifestation sur les 20 ans de cette charte de la diversité ici en France, qu'on a ensuite nous développé dans le monde. Donc voilà, donc il y a une vingtaine d'années, un certain nombre d'initiatives démarraient. Et ce que j'ai toujours fait, d'abord, c'est d'essayer de prendre l'initiative, mais surtout de les suivre dans le temps. Moi, je suis très attaché à ce que les choses ne soient pas un petit coup comme ça, mais des choses qui durent. Voilà. Dans la durée. Dans la durée. Donc c'est pour ça que la meilleure façon de s'assurer que ça dure, c'est que je m'en suis toujours occupé, tu vois. Parce que mes responsabilités ont changé au fur et à mesure. Quand j'ai démarré, je m'occupais plutôt de recrutement. Puis ensuite, je me suis occupé d'être un généraliste. J'ai gardé ça avec moi. Puis ensuite, je suis devenu le numéro 2 de la fonction des relations humaines de L'Oréal. J'ai gardé ce titre avec moi. Voilà, là maintenant j'ai une équipe, parce que c'est comme c'est moi qui dirige, c'est moins grave, mais non, pendant très longtemps, j'ai pensé non pas pour protéger, mais juste pour montrer l'importance de cette nouvelle fonction qui s'appelait diversité, puis diversité inclusion, puis diversité inclusion équité. Je suis très marqué dans ce monde aujourd'hui où c'est remis en cause dans certaines entreprises. C'est pour moi navrant. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix, si tu veux. C'est pas une option. Oui. C'est pas est-ce que c'est bien ou pas. C'est central d'équilibrer le pouvoir entre les hommes et les femmes, d'inclure des gens qui sont en situation de handicap par des accidents de la vie ou par des difficultés, par une maladie invalidante. Là, les équipes travaillent d'arrache-pied pour accentuer, accélérer notre ouverture, et notamment avec ce problème du retour d'une maladie, d'un cancer, par exemple, qui reste encore un mot tabou dans la société, de donner sa chance à des gens d'origine ethnique, d'origine sociale différente, d'ouvrir grand les portes de l'entreprise à des seniors. Alors maintenant, sur seniors, c'est plus gênant parce que les gens vont dire oui, c'est normal, vous êtes vous-même un senior. Donc je me suis intéressé à une politique d'ouverture aux seniors quand j'étais bien loin de l'être, mais bien sûr depuis plus de 20 ans. J'avais pas 40 ans quand cette question m'a abordé. Alors maintenant, j'ai une 60aine d'années, donc tout le monde me dit oui, c'est normal. Bon, d'accord. Non, c'est rien de normal. Il faut avoir une politique tournés vers les seniors qui se sentent eux aussi totalement, dans bien des cas, discriminés dans leur promotion, dans leur formation, dans l'évolution de l'entreprise. Qu'est-ce que veut dire être vieux ? C'est intéressant. Dans une société dans laquelle la longévité va être une question importante pour nous tous. Absolument, une question de société, bien sûr. Il nous faudra des jeunes et des vieux. Donc tu vois, par exemple, chez L'Oréal, juste pendant le Covid, on a lancé un programme qui s'appelle L'Oréal pour la jeunesse, qui vise à obtenir des milliers d'opportunités pour des jeunes. Ce programme se poursuit, continue. C'était pas la mode, c'était pas un moment, c'était pas un petit coup, c'était un programme. Donc L'Oréal pour la jeunesse existe partout dans le monde. Excellent, oui, on va en parler de L'Oréal pour la jeunesse. Est-ce que tu veux savoir sur L'Oréal pour la jeunesse ?
Mais savoir comment est-ce que vous avez mis en place et puis j'imagine c'était que très vous avez simple. rencontré, C'était pendant le Covid, pendant la période du Covid qui a maintenant 5 années, pratiquement 5 ans. Le Covid, c'est au début de 2020. 2019, Tout le monde, fin 2019, début 2020, tout le monde semble avoir oublié. Et en fait, il est évident que mon premier réflexe a été surtout de protéger les gens. D'abord, on a intégré pas mal de gens pendant le Covid, mais c'est surtout de continuer à mener des stages, à continuer à accueillir des gens et pas dire « Ah bah non, désolé, c'est impossible ». Et donc, ce programme L'Oréal pour la jeunesse, en sortie de cette période de Covid, c'était justement montrer l'importance pour une grande entreprise comme L'Oréal de continuer à fournir des opportunités pour des gens jeunes, des débutants, des gens qui avaient été confinés, qui n'avaient pas, dans certains cas, pu mener leurs études. Ça nous semblait une évidence. Voilà. Et donc, on est 5 ans plus tard. Et le programme est un programme mondial. Mondial, partout dans le monde. Qui donne 25 000 opportunités à des jeunes. Oui, enfin, impressionnant. Ce qui est important, c'est de le maintenir, surtout. Oui, dans la durée, avec des actions concrètes, avec de l'impact. Exactement, aussi, avec du mentorat, avec de l'apprentissage. L'Oréal en France, c'est 1000 apprentis par an. Alors, les gens posent la question, est-ce que c'est lié aux primes ? Non. C'est lié à une politique d'apprentissage qui a démarré en 1993. Donc, c'est mes prédécesseurs. Et François Vacher, je ne sais pas s'il nous écoutera, mais c'est François Vacher qui a démarré là-bas. Moi, je suis aussi très attaché à avoir une culture et à cultiver le passé, non pas avec nostalgie, mais parce que sans passé, le présent n'a pas d'avenir. C'est parce qu'on connaît bien ses racines qu'on est capable de se projeter. Voilà. Donc en 1993, on démarre une politique de l'apprentissage. Et donc, 30 ans plus tard, on a fêté les 30 ans de cette politique l'année dernière. C'était très bien d'ailleurs parce que ça a permis à des gens qui avaient des responsabilités très fortes de venir témoigner. Parce que les gens ont une vision de l'apprentissage souvent qui est limitée. Nous, ça touche des grands chercheurs dans les laboratoires. Mais aussi des gens dans le business, mais aussi des gens dans l'industrie, qui sont des ouvriers, des ouvrières qui ont commencé un apprentissage. Je leur rends un hommage très appuyé. Oui, très bien. En tout cas, bravo à toutes les équipes qui travaillent. C'est un travail d'équipe, ça c'est sûr que moi je peux impulser des choses, mais si je ne suis pas suivi, ça n'ira pas bien loin. Non, mais très bien. Et je voulais parler d'un sujet, parce qu'effectivement, tous ces projets, toute cette énergie, ça demande aussi de l'engagement, on le sait, et aussi trouver un équilibre, on en parle beaucoup. Un équilibre. L'équilibre, le fameux, est-ce qu'on arrive à l'avoir ? Et puis, donc je parle vraiment entre la partie pro et la partie personnelle. C'est compliqué, parce que si tu prends mon exemple, moi je considère que ce que je le fais par passion, par plaisir. Donc c'est plutôt mes enfants qui sont des adultes aujourd'hui qui me challenge parce qu'ils me regardent tous. C'est très amusant, tu sais. J'aurai 60 ans dans 2 mois, donc les gens me regardent en disant quand est-ce qu'il va s'arrêter. Alors moi la question c'est pas de m'arrêter, c'est surtout de continuer à accélérer, et il n'y a pas d'âge pour le faire. Je fais très attention, et pas qu'à la mienne mais à la santé de tous mes collaborateurs. Par des bilans réguliers, par un suivi dans la durée là aussi, par un service médical que je remercie. L'Oréal, c'est un service médical avec des assistantes sociales, avec des infirmières, d'une 30aine de personnes. Oui, quand même. J'ai essayé de beaucoup renforcer dans les dernières années, bien avant la crise du Covid, qui est un des piliers de notre grand programme qui s'appelle Share & Care. Je suis très intéressé. On a là aussi, c'est un de mes prédécesseurs qui a lancé ce programme il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Je vois des entreprises qui commencent à s'y mettre et je les regarde et je dis c'est génial, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais n'hésitez pas à accélérer. Accélérer. Oui, quand je vois des entreprises qui me disent on va lancer un grand programme, je dis oui, c'est bien. Nous, ça fait déjà 11 ans qu'il existe, donc qui donne une couverture mutuelle minimum au Chili, en Indonésie, pour des gens qui en ont vraiment besoin, ou en Ukraine. Un régime de prévoyance. Et au cœur de ce programme dit Share & Care, il y a un gros volet santé qu'on a beaucoup renforcé avec mon équipe, avec une personne en charge qui s'appelle Martine Nicolas et Sylviane Balustre. Et donc on a notamment renforcé l'idée de faire des bilans pour les hommes, pour les femmes, pour tout le monde à partir de 50 ans. On est en train de regarder si on ne descendrait pas ça. Il y a plein de choses qui sont en œuvre sur la santé mentale. On a commencé il y a très longtemps. Moi, mon équipe m'a ramené des documents. En 2008, on avait lancé un outil qui s'appelait Zen at Work, qui permettait, en fonction des situations dans lesquelles tu te trouvais, d'avoir une réponse en matière d'accompagnement et de formation.
Donc, tu vois, Zen at Work 2008, je tiens à ta disposition. Ça m'a beaucoup fait rire quand mon équipe m'a ramené ça la dernière fois. Comme quoi, on peut anticiper, être pionnier dans tous les domaines. L'équilibre, non. Donc, moi, je travaille beaucoup. J'ai toujours beaucoup travaillé. Et c'est important pour mon équilibre, tu vois. Voilà. Maintenant, est-ce que je passe du temps avec ma famille ? Oui, et le plus possible. Et j'ai 4 enfants, donc des grands, des petits, donc tout va bien. Mais bon, dans équilibre vie pro, vie perso, il faut déjà avoir une vie professionnelle intense. Et voilà. Et pas, effectivement, je ne fais pas comme aux États-Unis, 9 to 5, je travaille beaucoup, je suis là tard. Et voilà. Et tout me va bien. Très bien, merci beaucoup. Et il y a des conseils à donner. Bon, je sais que c'est pas trop. L'idée, c'est pas de donner des conseils, mais en tout cas des tips à partager ou. Des tips sur quoi ? Sur comment on arrive à garder cet équilibre, j'imagine bien. Pour avoir une passion. C'est-à-dire que c'est sûr, tu sais, c'est une image que j'utilise aujourd'hui. Moi, ce que j'attends des gens à L'Oréal, c'est que pour nous, c'est notre entreprise. Très souvent, je dis, si c'était ton entreprise, tu ferais quoi ? Donc la question, c'est, est-ce que tu collabores à une aventure et tu es passionné, ou est-ce que tu es un employé de L'Oréal ? Voilà, c'est 2 questions qu'il faut se poser. Et moi, des employés de L'Oréal, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que, parce que tu considères que le lien est... Donc, tu parlais au début de ton propos d'engagement. Donc voilà, est-ce que tu considères que c'est ton entreprise ? Est-ce que tu considères que c'est un bien commun ? Est-ce que tu considères qu'ensemble, on peut faire mieux ? Ou est-ce que tu es juste employé ? Et à ce moment-là, voilà, tu participes vaguement de loin. Bon, pour nous, L'Oréal, c'est une aventure humaine où on considère que c'est notre entreprise. Oui, et ça, donc ça fait une énorme différence. Absolument. Tu réfléchiras bien à ce concept. Voilà. Être employé ou c'est ton entreprise ou tu es employé par cette entreprise. Oui, donc cette notion d'engagement et ça. Donc moi, je cherche pas des employés, je cherche des gens qui disent L'Oréal, c'est mon entreprise. C'est ma boîte. C'est beau ça. C'est beau. C'est un très long travail. Oui, j'imagine bien. Pour ça, il faut plein de choses et notamment respecter les gens. Oui. Tu vois, absolument. Il faut que les gens se sentent aussi chez eux. Alors, c'est un anglicisme, il faut qu'ils se sentent responsabilisés. Mais les gens, ils n'utilisent plus de mots comme ça, ils disent empowered. Non, mais moi, je dis, il faut que les gens se sentent responsabilisés. Ils pensent que L'Oréal, c'est leur entreprise et pas leur employeur. Ils ne sont pas un numéro et ils font vraiment partie de l'écosystème. Tout à fait, d'où une politique humaine de grande présence, d'accompagnement. Mais franchement, c'est une énorme différence de savoir si c'est ton entreprise ou ton employeur. J'encourage tous les gens qui nous écoutent à bien se poser sa question et ils vont voir que ça fait une énorme différence. Voilà. Donc le matin, pour moi, L'Oréal, quand je me lève, c'est mon entreprise. C'est pas uniquement mon employeur. C'est beaucoup plus. Oui, non, mais c'est intéressant en fait cette manière de voir et je pense que ça change aussi la perspective au niveau de l'engagement, de comment j'appréhende mon travail aussi et l'impact de mon travail dans le travail de mon équipe, de mon département et de toute l'entreprise. Comment j'engage les gens dans une aventure qui n'est pas que transactionnelle, qui n'est pas qu'à la superficie, qui n'est pas que un petit peu, qui est intense, oui, bien sûr. D'où l'importance qu'on apporte à la santé au travail. Ce qui, moi, me marque aujourd'hui, si tu veux, je ne sais pas si tu vas me poser des questions sur l'intelligence artificielle. Oui, on va y venir, le rôle de la tech. Oui, donc le rôle de la tech, il a un impact évident. Contrairement à ce que tout le monde a raconté comme stupidité, la question, c'est pas de remplacer le grand remplacement, c'est d'augmenter les capacités. Probablement, toi, tu utilises peut-être un outil d'intelligence artificielle comme ChatGPT ou je sais pas, Mistral, je ne vais pas faire la publicité pour les uns et les autres, ou les outils de Google tout le temps. Au lieu de partir dans une recherche traditionnelle, j'allais dire en une dimension sur Google, tu pars en 2 ou 3 dimensions directement en posant une question à Mistral Large ou à ChatGPT. Et en fait, ça te fait accélérer, en fait. Donc la question, c'est l'intensité. C'est pas est-ce que ça va te remplacer, c'est que ça te rend beaucoup plus intelligent, tu vas plus vite. Avant, je te posais une question, tu allais sur Google et tu avais la réponse. En allant faire un tour, je ne sais pas, sur Wikipédia. Alors, le problème, c'est que les gens prennent pour argent comptant. Il faut vérifier, il faut avoir l'esprit critique, il faut avoir du recul. Mais pour moi, une question qui marque à l'avenir, ça va être l'intensité, parce qu'on peut faire beaucoup plus de choses. Est-ce que moi, qui ai commencé il y a, comme je te l'ai dit, 36 ans, et qui travaillais au fax avec des premiers ordinateurs, je peux aujourd'hui faire beaucoup, beaucoup plus de choses que ce que j'en faisais il y a 35 ans. La réponse, c'est oui. Donc, est-ce que ça me sollicite plus ? Oui. Est-ce que c'est plus intense ? Oui. Est-ce que c'est plus intéressant ? Beaucoup plus. Mais
savoir prendre des pauses, des respirations. Donc tu parlais d'équilibre, c'est très important. Savoir souffler et surtout se préoccuper de sa santé. On est comme des sportifs de haut niveau, chacun d'entre nous. Donc que ce soit d'introduire des exosquelettes sur des lignes de production ou on ne savait pas que ça existait, on n'aurait pas fait ça. Maintenant, il faut absolument le faire, les amis. Je voyais Monoprix dans les rayons. Alors, il y a bien toujours d'habitude, il y a des gens qui vont venir dire oui, mais ça gratte. Ok, super, ça gratte. On va trouver une solution parce que ça gratte. C'est une des beautés de l'individu, d'où l'importance d'avoir un dialogue permanent parce qu'on n'est pas facile à gérer. Je te le dis tout de suite. Toi comme moi, on a nos particularités, nos attentes, nos moments dans la vie. C'est l'être humain, on en parlait dès le début de notre interview. L'être humain, on est des animaux compliqués. Donc, est-ce qu'on décide de s'y intéresser ? Moi, c'est quelque chose qui me passionne. Alors, je peux te dire aussi que j'ai eu par moments des grandes déceptions, mais aussi des grandes surprises, des grands moments hyper incroyables. On est tous capables de choses incroyables. Et finalement, c'est ça qui fait la vie. Bon, là, on ça devient qui fait un le peu sel de la philosophique, vie. mais oui, c'est ça qui fait le sel de la vie. Bien sûr. Non, mais c'est sûr, absolument. Et alors, juste, je reviens un peu en arrière parce qu'on parlait d'engagement des équipes, comment est-ce que j'engage alors durablement mes équipes ? En t'occupant d'eux. Tu les engages durablement à partir du moment où tu leur apportes de la considération, qu'elles sont traitées avec le plus de respect possible et qu'elles se disent, je suis effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, je ne suis pas un numéro, je suis un individu et j'ai ma place dans l'aventure. Parce que si à un moment donné j'ai un coup dur ou j'ai un moment plus difficile, j'ai des hauts et des bas, ils vont être capables de l'intégrer et pas de me traiter juste comme un numéro. Voilà. Ça, en fait, c'est drôle parce que si tu me demandais, le réel grand secret de L'Oréal, c'est notre politique humaine, faite à la fois par les managers et par les gens des ressources humaines. C'est en rien une exclusivité, ça serait une énorme connerie. Mais cette politique humaine, tout le monde peut la mener. Mais en même temps, personne ne la mène. Parce qu'il faut du temps, il faut des moyens. Il faut avoir, tu vois, moi dans ces 36 ans, j'ai rejoint L'Oréal il y a une trentaine d'années, bientôt. Voilà, D'abord, je n'ai pas vu passer le temps, bien évidemment, parce que j'étais passionné. Mais c'est surtout que ça permet de tracer une route, un sillon profond, tu vois. Quand tu dis que tu as 30 ans, moi j'accompagne aujourd'hui à la retraite des gens que j'ai recrutés il y a 25 ans. C'est amusant. Parce que j'ai pris pas mal de paris sur des gens expérimentés que j'avais fait venir quand ils avaient une quarantaine d'années. 35 ans. Ils ont rendu service au groupe à mort. Et maintenant, c'est le temps pour eux de s'arrêter. Donc, ils viennent me saluer, me dire au revoir. Merci aussi. Merci aussi. Ouais, moi, j'attends pas qu'on me dise merci. C'est pas le sujet, mais c'est amusant de dire merci. C'est bien. C'est bien. Moi, je dis souvent merci parce que... On le dit pas assez souvent. Oui, la gratitude. Comme toi, je dis souvent merci. Ça me fait rire parce que là... Tu me regardes comme si... En fait, je ne m'assois jamais face à moi-même. Donc là, comme je suis côte à côte avec toi, je suis face à... Et donc je regarde, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, quand je vais me rasseoir là, je vais faire plein de changements parce que je trouve que ce n'est pas top. Bon, après mon départ... Ça me fait rire. Là, tu vois mon chapeau de volontaire. Des Alors, ce n'est pas que j'ai été volontaire, c'est que c'est un homme qui a quitté L'Oréal il y a quelques années, qui a dirigé le programme des volontaires. Voilà. Alexandre, si tu nous écoutes, et par blague, je lui ai demandé de me donner un chapeau des volontaires et il m'en a offert un. Je trouve que c'est symboliquement hyper amusant d'abord d'être volontaire. Et ça paraît il y a 2 ans et c'était il y a 3 mois qu'on s'est tous... on a passé un moment extraordinaire en France qui montre qui est la preuve et la démonstration que tout est possible et qu'on peut vraiment faire des choses bien ensemble. Oui. Donc là, on est dans cet automne un peu difficile, avec ce spectacle désolant dans notre vie politique, et donc on est tous un peu accablés. Donc il ne faut surtout pas s'accabler, se rappeler les bons moments. Donc ce chapeau de volontaire me rappelle un moment formidable de concorde ensemble, d'avoir fait des choses formidables pour notre pays plutôt que de se tirer dessus. Les riches, les pauvres, les entreprises. Tu vois, moi je travaille pour une grande entreprise. Je suis absolument affligé d'imaginer que il y a des gens qui pensent qu'il faut nous détruire. Je trouve ça terrible pour le bien commun, si tu veux. Moi, je viens des classes moyennes françaises, je paye mes impôts en France. Je paye beaucoup d'impôts, oui, parce que je gagne très correctement ma vie. Même si je pense que je paye beaucoup trop par rapport à ce que je gagne, mais c'est un autre débat. Voilà, pour moi, un sou est un sou, donc je fais attention. Et comme je fais pour mes collaborateurs. Très, très fort, oui. Un sou est un sou. Ah oui, ma mère était commerçante, tu sais, donc
Je vois très bien ce qu'est un tiroir caisse, ce qui rentre, ce qui sort, comment on fait. Voilà. Ça fait partie Moi, j'ai vécu derrière un tiroir caisse, tu vois, donc tous les week-ends, enfin tous les samedis, donc oui, moi je connais la valeur travail, vraiment, pas dans les livres. Oui, et ça fait partie des racines dont tu parlais tout à l'heure. Bien sûr, absolument. D'autant plus que tu vois, moi je viens de province, donc bien sûr, je vois très bien ce que ça veut dire. Et puis la province, c'était très très loin, il y a 40 ans, quand je suis venu pour la première fois. Oui, c'était un long voyage. Ah, il y a 40 ans, c'est un long voyage. Aujourd'hui, tu le fais dans la journée ou dans l'heure, mais il y a 40 ans, c'était un long voyage. Et c'était d'où? C'était de quel... Moi, je viens du sud de la France. Du sud de la France? Ouais. Ah oui, effectivement. Pour mes amis de l'Olympique de Marseille qui m'écoutent ce matin, ça doit être plus difficile. Le match a duré 7 minutes, donc c'est pas long en même temps, 7 minutes. Hein. Oui. 7 minutes. Au bout de 7 minutes, c'était réglé. Bon, mais je ne vais pas m'étendre sur cette question. Non, mais très bien. Tout à l'heure, on a évoqué le rôle de la technologie. Alors, je voulais juste y revenir parce que y a certaines personnes qui pensent que effectivement, il y aura il y a des transformations, on les voit déjà au niveau des aspects de travail. Mais comment aujourd'hui l'intelligence artificielle peut donc influence? Mais elle va t'accompagner, elle va t'aider, mais elle va. Regarde. Est-ce que c'est une bonne chose que demain, nous soyons en capacité de mieux mesurer tes compétences et de te permettre, toi, de te repérer, parce que d'un seul coup, tu as une recommandation de la machine qui te dit, par rapport à ton parcours, par rapport à ce que tu as fait, je te recommande telle formation. Maintenant, je te la recommande, je ne t'inscris pas automatiquement, je ne te dis pas ce qui doit être fait. Est-ce que c'est une bonne chose de pouvoir mieux orienter les gens dans l'entreprise, parce que d'un seul coup, ils ont une vision meilleure, à la fois de leur évaluation, mais surtout des opportunités qui peuvent être dans l'entreprise. Donc faire du matching, bah oui, c'est pas mal. Est-ce que nous recevons 1,3 million de candidats, nous n'en interviewons à peu près 100 000, parce que après on peut pas. Après, oui, est-ce que c'est pas mal si certains peuvent être suivis, accompagnés, complétés par un robot conversationnel? Bah oui, moi je trouve que c'est pas mal que je puisse demain apporter ou faire un entretien pour 1,3 million de gens, plutôt que de m'illimiter parce que j'ai que 200 recruteurs et j'en aurai pas davantage qui vont mener. L'année dernière, je crois qu'ils ont mené 88 000 entretiens de recrutement. Bon. Donc, la question est toujours la même depuis le début. Est-ce que la machine va se substituer à l'homme ou elle va l'accompagner? Moi, mon pari, c'est qu'elle va l'accompagner. Et donc, comme elle le fait depuis qu'il y a du progrès. Alors, est-ce que là, c'est un autre progrès incroyable qui va nous dépasser? Mais je n'en sais rien. Moi, j'ai confiance dans l'avenir. Je ne suis pas complotiste. Je ne suis pas en train d'imaginer que le ciel va me tomber sur la tête. Je dis c'est extraordinaire. Moi, si tu me demandes vraiment, je pense qu'on est au Moyen-Âge de l'homme, qui a des possibilités encore énormes, extraordinaires. Voilà, est-ce qu'on sortira de cette planète? Est-ce qu'on sera capable d'aller dans d'autres planètes? Moi, je pense qu'il y a autant d'écart entre nous et Christophe Colomb qui rêvait de traverser l'océan pour aller découvrir ce qu'il pensait être la Chine et qui s'est avéré l'Amérique, qu'aujourd'hui, le problème aujourd'hui, c'est qu'on est très prétentieux et qu'au lieu d'être très limité, de se dire on sait rien et on est au début de savoir qui nous sommes, la santé, la médecine, on pense que parce qu'on est doté d'un téléphone portable, on sait tout, et parce qu'on va tiktokiser, instagramiser, on sait encore plus, alors que je pense qu'on devrait, plus on avance, plus on devrait être humble, mais par contre très conscient des possibilités qu'offre la technologie. Donc pour moi, la technologie va venir nous accompagner et pas nécessairement nous substituer. Alors maintenant, tu pourrais me demander pourquoi les premiers rapports, il y a 18 mois, de grands cabinets de conseil ou de grandes banques comme, je sais pas quoi, Goldman Sachs ou McKinsey, consistaient à dire on va tuer 300 millions de jobs. Alors bon, pour moi, c'est désespérant comme façon de faire des uns contre les autres. C'est plutôt de se dire, est-ce que je vais pas avoir des cas d'usage qui, plutôt que tout de suite imaginer que ça va remplacer des gens parce qu'on est avant tout perçu comme des coûts plutôt que comme des ressources. Bon, moi, je trouve que c'est une vision de l'homme à la fois limitée et désespérante. Et je ne la partage pas. Absolument. Moi, ma conviction, c'est vraiment aussi, c'est un peu la même chose. On sait que c'est un outil IA générative ou d'autres, des outils à notre disposition. Après, il faut en faire bon usage. Et puis, on a toute cette question de souveraineté aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais entre les États-Unis, l'Union européenne, j'en pense que comme toi, je suis très inquiet pour savoir ce qui va se passer dans 10 jours et que je pense que personne n'en sait rien. Absolument. Par contre, c'est déjà dramatique qu'on n'en sache rien. Si tu veux. Moi, j'ai été élevé dans un monde où
le candidat serait plus le candidat depuis longtemps, si tu veux. C'est pas possible, quoi. Donc c'est ça c'est ça le monde dans lequel on est. C'est un monde incertain, très troublé. Où justement, il est hyper important de tenir un cap dans ce moment aussi troublé. C'est ce que nous essayons de faire à L'Oréal. Très bien. Ça fait une transition avec ma question que j'avais aussi au niveau de la résilience face aux crises, aux polycrises même, certains en parlent. Comment aujourd'hui, toi, tu encourages, je dirais, la résilience et l'adaptabilité en te au basant sein sur des les gens. organisations. Parce que nous, je pense qu'on est les premiers, on est incroyablement résilients, mais si en plus je te donne des moyens de l'être, parce que je te forme, parce que je t'écoute, parce que je t'accompagne, parce que je t'apporte de l'attention, je pense que je renforce tes capacités humaines à pouvoir résister à toutes les situations. Voilà. Tu vois, nous, on accompagne, on essaye d'accompagner au mieux nos 280 collaborateurs libanais sortis du Liban, qui sont très inquiets pour leur famille. Nos centaines de collaborateurs qui sont en Israël. Nous, si tu veux, on met notre réalité au-dessus de ces antagonismes dramatiques d'un autre temps et on essaye de voir surtout ce qu'on a en commun. Et ce qu'on a en commun, c'est notre humanité. Tu vois, à Césarée, en Israël, aujourd'hui, travaille dans une centrale logistique, à peu près la moitié d'Israéliens juifs et la moitié d'Arabes musulmans qui travaillent ensemble. Ils se sont interrompus pendant ces tragiques événements, ces massacres, il n'y a pas de mots pour les condamner, mais ils ont décidé de retravailler ensemble. Nous, on les encourage. Moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait une centrale logistique en Israël où travaillent deux communautés ensemble et ne se regardent pas dans les yeux, mais travaillent ensemble, collaborent, bossent ensemble, tous les jours, au moment où on se parle, préparent des cartons, des palettes, livrent des produits, échangent, voilà. Ils ne sont pas derrière un mur ensemble. Parce qu'au final, c'est le bien commun, c'est ce que tu bien sais, sûr, c'est le bien commun, mais c'est l'humanité, c'est ce qui nous rapproche. Ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est la montée de toutes ces formes de populisme, c'est ces agressions des uns vers les autres, c'est le rejet de l'autre, c'est dramatique. Et je ne suis pas un petit idéaliste. Moi, je vais vous dire un truc, ce que j'essaie de faire, c'est de montrer, avec l'aide, notamment Nicolas Hieronymus qui dirige L'Oréal, et de tous les gens qui m'entourent, que notre réalité l'emporte. Nous, on n'est pas du tout dans un déni de la réalité. Il y a des conflits, il y a des guerres, elles sont dramatiques. Maintenant, est-ce qu'on est capable de montrer qu'on a une humanité supérieure pour les surpasser ? C'est le pari de l'humain que fait L'Oréal en permanence. En Ukraine, en Russie, dans d'autres pays. Bien sûr, en Israël, au Liban. Voilà. On est dans ces pays-là, on accompagne les gens. Ils ont d'ailleurs un engagement remarquable. Bien que quand on est confronté à nos collaborateurs en Ukraine ou nos collaborateurs en Russie, qui d'ailleurs travaillent ensemble, donc montre que c'est tout à fait possible de travailler ensemble. C'est terrible. Ce sont des guerres terribles. Oui, et humainement, ça donne, c'est surtout de la déchéance humaine à terme que ça. Bien sûr. Et c'est regrettable. Et le rejet de l'autre. Oui, rejet de l'autre. Bravo à vous, bravo à L'Oréal et aux équipes qui œuvrent nuit et jour, en tout cas. Tous les jours. Pour garder cet engagement, cette humanité aussi qui est au cœur. La conséquence, c'est que ça attire les gens. Hein. Oui. Il y a des gens qui ont envie de travailler pour nous pour ça. Hein. Exactement. Donc, on va en parler des talents. Comment aujourd'hui, comment ça se développe chez L'Oréal, les talents, les équipes, les engagements. C'est notre attention tous les jours. Mais pour moi, si tu veux, les talents, ils ne sont pas limités à un petit nombre de gens surdiplômés, survitaminés. Il y a du talent dans chacun d'entre nous. La question, c'est comment je te donne les possibilités de le révéler. Créer les conditions, comme tu disais. Tout à fait. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire en permanence. Et pas uniquement s'arrêter à une liste d'écoles déjà prédéterminées. Non pas que ces écoles soient pas bien, elles sont formidables. Il y a des gens très talentueux dedans. Mais il y a des gens talentueux en dehors de ces écoles-là. Charge à nous de savoir les explorer, d'être curieux, d'aller à l'université, d'aller regarder à des endroits où on ne va pas regarder, dans des villes où on ne va pas regarder. Voilà, c'est ce qu'on fait en longueur de journée. En ça, la technologie peut nous aider. Et très souvent, on découvre aussi des talents, des talents cachés. Et on a tous. Il faut savoir les exprimer. C'est ça, oui, la les chance exprimer. de pouvoir les exprimer. Voilà. C'est pouvoir lever la main et dire je suis aussi capable que lui ou elle, non pas par comparaison, qui, comme disait ma grand-mère, n'est pas raison, mais tout simplement par inspiration ou par des rôles modèles, en disant si elle ou lui elle peut le faire, moi je vais le faire. Moi je cherche des rôles modèles. Je ne cherche pas des gens, ça n'existe pas, hein, les super-héros, tout ça, c'est dans les films de Disney, ça, c'est super, il faut aller au cinéma. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça. La vraie vie, on est tous avec nos limites, nos plus et nos moins, et ensemble, on peut les compléter et aller beaucoup plus loin.
Voilà, d'où tout le travail qu'on D'où le mène travail. pour favoriser le collectif. On a 2 projets, un qui s'appelait Simplicity 1, l'autre qui s'appelait Simplicity 2. Ce sont 2 grands projets qui ont essayé de remettre le collectif au centre des attentions et pas uniquement nos petites attentions. Simplicity 1 et Simplicity. Eh oui. Donc, c'est des programmes qui sont, Des j'imagine... programmes qui sont autour du feedback, qui sont autour du collectif. Hein, dans le premier, on disait l'équipe est le nouveau héros et c'est pas le super-héros lui-même, ça n'existe pas. On a tous envie de croire ça et en fait, ça peut pas marcher comme ça. Très bien. Et donc, ça m'amène à la question aussi à tous ces leaders, ces managers dans l'entreprise qui souhaitent créer un environnement inclusif. Ouais. Comment est-ce qu'ils s'y prennent? Quels conseils on peut leur donner? En tout cas, les recettes du le succès, conseil, oui. c'est de passer à l'action. Souvent, moi, je vois des gens qui procrastinent, qui disent c'est une vieille chanson, je voudrais bien, mais je peux point. Non, vas-y, tente, prends l'initiative, fais des choses. C'est Annie Cordy. Exactement, c'est une de mes grandes blagues. Tu es jeune, mais tu as des... Bien sûr, moi, on en parlera après, j'ai des bonnes... Ça m'est déjà arrivé, dans une réunion, plusieurs fois, d'ouvrir avec cette chanson. De dire, les gars, cette chanson, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà. Donc c'est un super tube des années 70 qui a marqué la France et la Belgique, ça me fait rire. Ouais, je voudrais bien, mais je peux point. Désolé les gars, allez-y. Passer à l'action, donc ça c'est vraiment arrêtez le de procrastiner, faites des choses. Faire des choses. Commencez pas à venir me raconter que votre patron vous a dit ça ou que c'est impossible. C'est vous-même le frein. C'est nous souvent le plus grand frein. Et c'est en faisant qu'on ajuste, bien sûr, on se trompe. D'abord, il faut se tromper, il faut faire des erreurs, mais il faut prendre des initiatives. Il faut arrêter d'être l'arme au pied en disant j'attends. C'est terrible ça. Mais on a un problème culturel, on a peur de se tromper. Oui, on a peur d'initiative, on a peur de se tromper. D'ailleurs, mais tu as raison, ça commence dès l'école. À l'école, tu vois bien qu'en France, les gens posent des questions quand ils ont la réponse. À l'école, les élèves qui lèvent le bras pour répondre à une question, c'est parce qu'ils ont la réponse, pas parce qu'ils ne savent pas. C'est vrai. Nous, on n'ose jamais dire qu'on ne sait pas. On va juste faire des réponses. On sait tout. On sait tout, on pense. Oui, on est habitué à ça. On pense qu'on doit tout savoir. Au lieu de se dire, je ne sais pas, je me suis trompé. On a tellement de mal à reconnaître ses erreurs. C'est vrai. Voilà. Et donc, dans une entreprise comme la nôtre, qui est une entreprise qui réussit, c'est encore plus important de confronter les gens à l'échec. On déteste. Tu vas me demander si j'en ai connu. Oui, j'ai eu plein de difficultés dans ma vie professionnelle. C'est ce qui m'a rendu, bien sûr, non pas plus fort, mais plus humble et qui m'a permis de regarder les choses. Souvent, quand je regarde des parcours de gens, je me dis, s'ils n'ont pas connu d'échec, ça va être un problème. Parce qu'on ne veut pas l'échec, on veut réussir. Mais pour réussir, il faut avoir échoué. Tout le monde cite maintenant cette phrase de Mandela. Oui. Très bien, super. Et au-delà de Nelson Mandela, c'est surtout nous. Moi, je n'ai pas besoin de citer Nelson Mandela. J'ai besoin de me confronter à la réalité. Le terrain. Des hauts et des bas. Oui, puis avoir des échecs. Oui. Et rater quelque chose. Être capable de le dire. Et de le dire aux autres. Parce que ça démontre que, quelles que soient ses responsabilités, son âge et tout ça, les super-héros, je te le dis, c'est à la télévision, c'est dans les cinémas, ça n'existe pas. Superwoman n'existe pas. Même Superwoman n'existe pas. J'aurais adoré que ce soit ma maman, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bah non. Non, mais absolument, c'est sûr. Hein, et puis, je pense que ça s'apprend aussi très tôt, depuis le cercle familial, après à l'école, et puis quand on se confronte. Et je voulais qu'on en a reparlé tout au début, tout ce qui concerne aussi les jeunes, le mentorat, la formation des jeunes, et ce fameux programme avec L'Oréal pour la jeunesse. Aujourd'hui, c'est déployé dans combien de pays partout dans le monde. Mais tu vois, c'est utile parce que, par exemple, quand on commence juste en sortie de Covid il y a 4-5 ans, ça semblait pas très utile. Par exemple, en Chine. Oui. Et la Chine, tout le monde s'en est bien rendu compte, l'économie chinoise quand même ralentit. Il y a un problème de chômage des jeunes. D'un seul coup, notre programme L'Oréal pour la jeunesse s'est avéré très utile en Chine. Et pas uniquement dans les pays européens. D'un seul coup, les Chinois qui avaient regardé le programme en disant tiens, drôle d'initiative de nos amis de Clichy, finalement, maintenant, ils sont très partie prenante. Parce que dans un pays où d'un seul coup, ce qui n'existait pas, qui était un taux d'inemploi important des jeunes, ils ont des jeunes face à eux qu'ils accompagnent par une formation, par un mentorat, par un stage, par un job. Ce n'était pas une question, il y a 5 ans, qui était aussi importante dans la société chinoise. Aujourd'hui, le chômage des jeunes en Chine, c'est un sujet de société important. Donc il faut aller chercher... donc on le fait. Donc L'Oréal pour la jeunesse, en Chine... À l'origine, ce programme il était très utile en Europe. En sortie de Covid, en France, on a aidé des milliers de jeunes. Moi, je n'ai pas demandé qu'on aide moins de jeunes, j'ai demandé à ce que ça soit rebalancé par tout le monde. J'étais en Afrique du Sud. Il y a 1 an, en Afrique du Sud, ils ne s'en occupaient pas du programme L'Oréal pour la jeunesse. On a dit, les gars, vous déconnez complètement, c'est fait pour vous.
maintenant, c'est un programme très utile en Afrique du Sud. Voilà, le terrain. Excellent. Merci beaucoup Jean-Claude, c'est très très riche tous ces échanges et on comprend très bien pourquoi c'est vraiment important d'investir sur la jeunesse parce que c'est l'avenir, les jeunes générations. C'est notre avenir en commun. À la fois de l'entreprise, du monde. Et j'ai un dernier point que je voulais aborder avec toi, c'est l'avenir de la diversité en entreprise. Ouais. Aujourd'hui, comment, selon vous, selon toi, quels sont les grands enjeux de demain en matière de diversité, d'inclusion dans les entreprises et aussi comment les organisations peuvent anticiper toutes ces transformations et rester innovantes, justes. Donc, transformation. Pour moi, il y a plusieurs éléments. D'abord, il y a 2 éléments très importants à venir dans une entreprise comme la nôtre. Il y a d'avoir une politique hyper active sur nos 95 000 employés, mais aussi d'avoir une activité hyper active sur nos marques. Aujourd'hui, on a 23 marques du groupe L'Oréal qui sont engagées sur des programmes, que ce soit sur la santé mentale, les violences faites aux femmes, les questions liées au viol, parce qu'il y a plusieurs gradations dans la violence. Malheureusement, et on le voit dans cette affaire de Mazan aujourd'hui en France. Donc, si tu veux, plus que jamais, ce sont des sujets de société. Par exemple, l'idée des violences faites aux femmes, il y a des gens qui me disaient, oui, après MeToo, c'est comme s'il y avait des lassitudes. Tu vois, MeToo, c'est un truc qui a 8 ans maintenant, 2017. Oui, mais en fait, la question est encore d'actualité. La campagne américaine le montre. Il y a des questions qui sont posées par le candidat supposé être en tête dans les sondages. On va voir. Mais en tout cas, lui, il pose des questions. Tu te dis, tiens, c'est étonnant quand même. Les questions, on en est encore là, oui. Les questions qu'il pose. Donc, nous, on doit montrer que c'est possible de mener une politique exemplaire de non-discrimination, d'égalité, des salaires entre les hommes et les femmes. Récemment, mes équipes ont montré aux syndicats, aux partenaires sociaux en France, si tu veux, oui, quand on a commencé à mesurer les écarts des salaires entre les hommes et les femmes en France en 2007, je rends hommage à Dominique Meurs, qui est la femme qui nous accompagne depuis 2007, une chercheuse incroyable, regarde, tu verras qui est Dominique Meurs. Depuis 2007, donc on est 17 ans plus tard, on avait 35% d'écart, on n'en a plus, mais il a fallu se battre pendant 17 ans, parce que c'est pas évident. Donc c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui fait qu'il ne faut pas être dans le déni. Et je vais donner un dernier exemple. Nous, il y a 2 ans, alors, ils ne vont pas aimer que je dise ça, mais c'est malheureusement la réalité, j'ai quand même dû faire ça un peu contre des gens de mes équipes qui venaient m'expliquer, une partie venait m'expliquer que c'était pas bien, machin. Donc ce qu'on a fait, on a une enquête d'opinion, comme toutes les grandes entreprises aujourd'hui, qui s'appelle Pulse. Me demande pas pourquoi tout le monde appelle ça Pulse. Oui, je connais très bien. On a commencé un peu avant, mais tout le monde appelle ça Pulse. En fait, c'était en 1988 que j'ai fait la première enquête d'opinion, mais à l'époque, je travaillais dans du conseil pour l'EDF. Donc, tu vois, c'est un vieux sujet pour moi aussi, mais très important d'essayer de recueillir les avis. Et donc, les feedbacks. Et donc, il y a 2 ans, dans cette enquête d'opinion, auquel les collaborateurs répondent massivement, on a des taux énormes de réponses, retours, bien sûr. On a créé un truc qui s'appelle Self-ID, qui consiste à poser des questions aux gens pour qu'ils s'identifient. 4 questions. Est-ce que tu es LGBTQI+, est-ce que tu es en situation de handicap, est-ce que tu es un homme ou une femme? D'ailleurs, plus de 200 personnes se sont dit indéterminées. Bon. Et donc, aujourd'hui, 45 000 personnes, à peu près, répondent à ça. Tu vois, la moitié de nos collaborateurs prennent le temps de nous donner des données pour ça. Ça, c'est riche. Et là, qu'est-ce qu'on a découvert, par exemple, ça fait maintenant 2 ans qu'on... Aujourd'hui, c'était un objectif qu'on avait fixé, on l'atteindra en 2025. On voulait que 2% de nos collaborateurs soient des gens en situation de handicap, dont beaucoup le reconnaissent, c'est-à-dire qu'ils se sentent dans une société suffisamment inclusive. Mais malgré ces 2%, en fait, on a 3,9% par ce self-ID. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 2 fois plus de gens que ce que nous, on le sait. Donc, ça veut dire qu'il faut recommencer, être très humble et repartir pour dire, si tu le déclares anonymement, pourquoi tu ne me le dis pas anonymement, pas uniquement pour atteindre 6% de gens en situation de handicap en France. C'est fait depuis des années, j'ai pas de problème en plus, dans plein de pays dans le monde, il y a des lois, mais qui sont pas appliquées. Donc la question, c'est pas de savoir si je tique des box. La question, c'est de me rendre compte que j'ai environ 2 fois plus de gens en situation de handicap que ce que j'en mesure moi. Je me dis, la route est encore très longue sur le chemin de l'inclusivité, machin. Donc voilà, donc pour moi, ça veut dire bien s'accrocher au terrain et continuer. Et continuer. Tu te rends compte, là, ça fait 25 ans et on a 2 fois plus. Et il nous aura fallu 25 ans pour avoir à peu près 2%, c'est-à-dire 2000 personnes. On était à 1800 l'année dernière. Donc on progresse, on aura 2000 personnes en situation de handicap, dont des centaines sont des gens qui ont reconnu un handicap invisible et qui ne nous en font pas parce qu'ils disent « je ne vais pas être discriminé » parce que d'un seul coup, je dis « finalement, je ne voulais pas vous le dire, mais j'ai un cancer ou j'ai une sclérose en plaques ou je ne vois rien ou je n'entends pas d'une oreille ». Non, en fait, on a du boulot.
il y a du boulot, tu vois. Et moi, je me base sur toutes ces questions depuis très longtemps. Donc, c'est un effort qu'il faut continuer. C'est un effort qu'il faut approfondir. C'est un effort dans lequel il faut avoir une humilité redoutable, parce qu'il faut qu'on reconnaisse que malgré tout ça, il y a des gens qui ne sont pas certains que s'ils lèvent la main, ils ne vont pas être discriminés. Tu vois, après, LGBTQI+, il y a 13% qui nous disent, des gens qui nous disent je fais partie de cette communauté. Est-ce que cette communauté est bien accompagnée, bien gérée? Voilà, toutes ces questions-là. Ou sur l'origine ethnique, par exemple. Origine ethnique, Bien sûr, origine ethnique, origine sociale. On a encore beaucoup de progrès à faire pour s'assurer. Notre objectif était, quand je marche dans la rue à New York, quand je marche dans la rue à Clichy, et ensuite je marche dans le centre, le siège où tu es avec moi aujourd'hui, au centre Eugène Schweller, est-ce que je vois la même diversité? Ou est-ce que tout le monde est pareil? Du même endroit, de la même couleur, du même sexe, du même âge. Voilà, moi c'est Quel programme? Ouais, c'est un programme très simple, c'est je marche dans la rue et ensuite je marche dans les couloirs. Est-ce que je vois la même chose? Est-ce que j'ai la même représentation de la société ou j'ai un certain type? En l'occurrence, le mien. Et tu penses que je ne le combats pas du tout. Je lis des articles stupides sur les hommes blancs, seraient très inquiets, mais ils n'ont aucune inquiétude à se faire. Il n'y a pas d'inquiétude pour une femme noire, un homme blanc, un homme asiatique. La question, c'est est-ce que chacun a sa chance? Exactement. Il n'y a pas de raison qu'on me mette sur le côté certains plus que d'autres. Tu vois, c'est complètement ridicule. Là, tu vois, par exemple, moi, je suis les équipes font des efforts énormes. C'est ce que je leur dis. Je dis, les gars, quand moi je suis rentré, la blague dans les couloirs, c'était des hommes qui font des produits pour les femmes. Et maintenant, on a tellement bien équilibré les choses que dans les 5 années qui viennent, il y aura plus de femmes que d'hommes. On l'assume. Mais maintenant, il ne faut pas que d'un seul coup, il y ait plus d'hommes. Il y a plus d'hommes, oui. Donc, on est en train de faire des efforts en recrutement pour s'assurer qu'on équilibre notre recrutement. Mais on sait, il y a des endroits qui sont laissés aller. Ils m'expliquent que c'est très bien d'avoir que des femmes. Non, on ne peut pas avoir équilibré la boîte pour maintenant dire il faut que des femmes. C'est complètement stupide. Il faut des hommes et des femmes. Oui, pour représenter aussi toute cette diversité cognitive dont on parle. Bien évidemment. Alors tu retémoigneras après, parce que Sandra, en partant, tu seras à peu près à l'heure du déjeuner, et tu me diras si vraiment, quand tu es du côté de la cafétéria ou à l'entrée, tu vois des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux, des gens de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Je regarderai. Tu me diras. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ce moment exceptionnel. Et écoute, à bientôt. À bientôt. Bonne chance à toi. Merci. Je t'embrasse. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez nous laisser un commentaire sur LinkedIn ou Instagram et le partager avec votre entourage. Si vous souhaitez sponsoriser le podcast des catalyseurs engagés des organisations ou nous proposer un partenariat, contactez-nous via le formulaire.